le président Kabila n'a pas eu un seul petit mot de compassion pour les atrocités subies par les populations du Kivu. Aucun mot de compassion. Aucun mot. Aucun mot, j'ai lu, aucun mot de compassion. Sinon, la préoccupation à récupérer le pouvoir, d'après sa tribune. Mais de l'autre côté, nous avons un président qui est préoccupé par les atrocités de son peuple et qui voudrait y mettre fin. Vous voulez empêcher à ce président-là de mettre fin aux atrocités de son peuple pour qu'on discute d'abord du partage du pouvoir. Non, c'est immoral. C'est immoral. C'est immoral. Quand il dit que le M23 a des revendications légitimes. Mais que dit la Constitution lorsqu'on a des revendications légitimes? La Constitution dit de prendre les armes. Au contraire, la Constitution dit dans son article 64, celui qui veut prendre le pouvoir par les armes, eh bien, le peuple doit se lever contre lui. Ah donc, il pousse le M23 à prendre les armes et il demande au peuple congolais de croiser les bras. C'est contre nature. Mais Satoulou, depuis toujours, l'opposition, même lorsque Kabila est au pouvoir, a toujours accusé Joseph Kabila de travailler en collaboration, en intelligence avec les groupes armés, notamment les M23. Peut-on conclure que les soutiens de Joseph Kabila au M23 ne datent pas d'aujourd'hui? Parce qu'il y a aussi des... Logiquement, c'est le temps qui nous révèle les liens profonds qu'il y a entre le président Kabila et le M23. Et il a dit dans sa tribune. Le président Tshisekedi a clairement que l'AFC c'est Kabila. Est-ce qu'au regard de cette sortie médiatique de l'ancien président, pouvez-vous confirmer aussi à votre manière que le président avait raison de dire ce qu'il avait dit? Je constate que le président Tshisekedi avait raison et qu'il y a des connexions sérieuses entre le président, son prédécesseur, et l'AFC et le M23. Mais on fait de l'analyse géopolitique. Il faut le savoir. Il ne faut pas se cacher la vérité, ni par pudeur, ni par respect humain. La vérité, c'est que l'AFC, le M23 et tous ceux qui le soutiennent œuvrent sous la responsabilité de Kagame et du Rwanda. Les autres qui veulent reconquérir l'indépendance de la République œuvrent sous la roulette du président Tshisekedi. Alors, nous nous trouvons entre le camp de la patrie et le camp des Ganelons. Il faut choisir. Les camps du partage du pouvoir auquel vous faites allusion, incarné par Joseph Kabila, dans son discours, Kabila n'a pas parlé du partage du pouvoir, mais c'est attendez. Il a parlé des revendications légitimement du M23. Il faut avoir une lecture métaphysique de ce que vous voyez. C'est ce que cela signifie. Parce que, bon, revendication légitime, illégitime, ou on va aboutir à quoi? Partage de responsabilité, mixage, brassage dans les administrations, etc. Aujourd'hui, c'est la... Là, le Rwanda va se retirer. Non. Et là, c'est la priorité par rapport à celui qui veut sauver les Congolais des atrocités des armées d'occupation. Mais c'est immoral d'établir une équation. C'était immoral. Aujourd'hui, c'est que le peuple congolais attend d'un ancien président de la République, par ailleurs sénateur à vie, c'est d'appeler les gens à se mettre derrière Tshisekedi pour d'abord bouter l'ennemi dehors et créer les conditions pour que nous puissions discuter. Mais sinon, c'est faire l'œuvre de l'étranger. Et la conscience nationale et les impératifs de son statut lui interdit d'avoir partie liée avec l'étranger. Son statut d'ancien chef d'État. Ancien chef d'État. Vous ne pouvez pas marcher contre votre pays. Kasavubu n'a pas eu une attitude contre Mobutu, de monter les bas congolais, les Né-Congo, à s'élever contre le pouvoir de Mobutu. À aucun moment. Grâce soit rendue. Mobutu, quand il a quitté le pouvoir, il n'a à aucun moment demandé à qui que ce soit de combattre Mouzé. Alors pourquoi, la question que je me pose, le président Kabila, qui a cédé le pouvoir de façon démocratique à la suite de la victoire du président Tshisekedi, pourquoi n'attend-il pas la fin du mandat du président de la République pour se remettre dans le jeu? Pourquoi veut-il casser, remplacer un pouvoir démocratique par un pouvoir despotique? Despotique de type FPR. Et donc vous pensez que Kabila aujourd'hui est en train je ne pense rien. Je vous dis de préparer un coup d'État pour arrêter le mandat de Tshisekedi? Jésus a dit, si vous avez des yeux, il faut voir. Si vous avez des oreilles, il faut entendre. Rencontre samedi entre le président de la République et les sociétaires de l'Union sacrée à la cité de l'Union africaine. Sortie médiatique de Joseph Kabila, sinon publication d'une tribune de Joseph Kabila dans le média sud-africain Sunday Times et dialogue Senko-SCC. Voilà les trois sujets qui seront passés au peigne fin au cours de l'émission de ce jour. Nous avons le plaisir ici de recevoir un
vieux routier de la politique congolaise. Il était ambassadeur au Rwanda, mandataire public plusieurs fois, mais sécurocrate aussi. Peut-être que d'aucuns ne le savent pas. Il est président de la CDR, Convention pour la démocratie et la République, un parti politique membre de l'Union sacrée. Il s'appelle André Alain Atundu Liongo. Monsieur André Alain Atundu, bienvenue. Merci Charles Quint. Certains ne savent pas, surtout la jeune génération, que M. Atundu est aussi un sécurocrate à compter dans ce pays aussi. Hein? Je ne sais pas, mais je pense que beaucoup le savent. Vous ne le savez pas? Je pense que beaucoup le savent. Beaucoup savent que j'ai plusieurs casquettes. Sécurocrate, bien entendu, diplomate, ambassadeur, manager, mandataire public. Voilà. C'est un peu le résumé. Et évidemment, acteur politique aussi. Alors, M. André Atundu, vous avez été reçu par le président Tshisekedi le samedi à la Cité de l'Union africaine. On a vu des gens de tout poil, membres de l'Union sacrée, répondre à cette invitation. Lorsque vous avez suivi le président Tshisekedi parler, avez-vous l'impression que Tshisekedi aujourd'hui est un homme déçu par l'inaction de certains membres de l'Union sacrée pendant cette période? Est-ce Tshisekedi, vous l'avez vu, un homme affaibli, un homme affaibli par la trahison au sein de l'armée, même peut-être au sein de sa famille politique, ou un homme fort, déterminé, M. Atundu? D'abord qu'il faudrait savoir que ce genre de rencontres sont régulières et normales. C'est le chef, l'autorité morale d'une famille politique qui appelle les siens pour leur donner l'évolution des choses et leur donner des orientations. Donc c'est tout à fait normal. Je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois. Ce n'est certainement pas la dernière fois. Donc c'est tout à fait normal. Et dans cette atmosphère, on s'est dit certaines choses qui devraient rester entre nous. Malheureusement, il y a beaucoup de fuites à cause des moyens modernes, mais c'est tout à fait normal. Le président de la République est apparu comme un homme décidé à conduire le peuple congolais jusqu'à la victoire finale contre les agresseurs de notre pays. Il a eu évidemment à déplorer les trahisons au sein de l'armée, mais sans être pour autant abattu, parce qu'il a plus d'une carte, n'est-ce pas, entre ses mains. Et ce n'est pas beaucoup étendu, parce que c'est du domaine de la stratégie. Il a, d'entrée de jeu, évoqué les multiples succès diplomatiques qui ont abouti finalement à la condamnation unanime du Rwanda par le Conseil de sécurité et à cette cascade de sanctions contre le Rwanda de la part des différents membres de la communauté internationale, de l'ONU, de l'Union européenne, etc. Donc, ça c'est un homme fort. Parce qu'un homme fort, c'est un homme qui réalise exactement dans quelle situation il est et il est déterminé à se relever. Donc le président sait que son armée est infiltrée, son armée a été trahie par certains fils de ce pays, mais il prend des dispositions pour qu'à l'avenir, il n'en soit plus ainsi. Vous parlez d'un homme fort alors que Goma est occupé, Bukavu aussi, et certains territoires du Nord Kivu et Sud Kivu sont sous contrôle des agresseurs. Et oui. Voilà, malgré cela, vous présentez Tshisekedi comme étant un homme fort, oui, qui s'est présenté devant vous. Oui, un homme d'une force de caractère et d'une force morale à la hauteur de la situation. Il sait exactement ce qu'il y a, mais il n'est pas abattu.
Il sait exactement ce qu'il y a, il sait ce qu'il faut demander à ses partenaires pour qu'ensemble nous puissions agir en synergie. C'est ainsi qu'il a déploré le manque de présence médiatique des députés, des sénateurs, des membres du gouvernement, même si certains snipers comme Fumototo, Atundu ou je sais pas, Moussenepo et beaucoup d'autres. Le président n'est pas seul. C'est ce que je voudrais dire. Il n'est pas seul. Mais seulement, cet effort n'est pas coordonné. Il faudrait que cet effort soit coordonné pour qu'il en sente l'impact. Est-ce que le fait que le président Tshisekedi, au cours de cette rencontre, ait évoqué les cas de trahison au sein de l'armée, est-ce que ce n'est pas finalement lui le vrai responsable? Parce que ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir. Et lorsqu'aujourd'hui, on a une armée qui bat en retraite devant l'ennemi comme ça, il n'y a que lui qui doit porter les chapeaux. Il est certainement le responsable moral suprême, parce qu'il est le commandant suprême de l'armée. Mais vous le savez, il y a l'état-major et le commandement opérationnel. Donc ces gens-là, ils dépendent de lui, mais ce n'est pas le président qui établit le plan de guerre, le plan des opérations. Donc il est conscient des failles de notre armée. Qui n'a pas pu réparer depuis 6 ans maintenant. Non, comment il n'a pas pu réparer? Une petite faille ne doit pas ignorer les grandes réformes qu'il a fait dans l'armée. Une petite faille, vous parlez... Mais oui, c'est en réalité, non. Ça c'est de l'événementiel. Mais structurellement, il est victime des accords de Sun City. Accord de Sun City. De Sun City qui a préconisé le brassage et le mixage entre, d'une part, des personnes qui ne sont pas formées et des personnes qui ne sont pas des Congolais. Vous parlez des accords de Sun City ou bien du M23? Des accords de Sun City. C'est l'accord de Sun City qui est la matrice qui a produit la Constitution que nous avons et qui ont produit ou donné naissance aux rébellions successives, comme CNDP, M23-1, M23-2, AFC. C'est à cause de ce mixage, n'est-ce pas, que nous avons tous ces avatars. Mais le président s'étant rendu compte de la chose, il a mis tout son temps, tout son talent, toute sa persévérance et tout son courage, d'abord, 1, à dénoncer l'agresseur, 2, à établir le lien d'existence entre l'agresseur et les pantins. Ensuite, il a demandé que cette situation porte à conséquence. Eh bien, la conséquence, c'est que vous avez suivi d'abord les déclarations, ensuite les résolutions et les sanctions. Il faudrait continuer avec les sanctions pour pouvoir... On va parler du volet diplomatique, mais M. Atundu, revenons un peu à la question de l'armée parce qu'elle revient de temps en temps. Dans l'opinion, les gens ne comprennent pas comment une armée qualifiée hier par Tshisekedi d'une bonne armée qui avait vaincu, défait militairement le M23 en 2013, et c'est cette même armée-là qui aujourd'hui bat en retraite devant l'ennemi. Est-ce que ce n'est pas de la responsabilité du président actuel qui n'a pas su maintenir cette armée-là forte lui léguée par son prédécesseur? Je vous le dis, que cette armée était infiltrée et infiltrée aujourd'hui à cause du processus de brassage et de mixage qui ont introduit dans notre système d'administration, de fonctionnement, de commandement et de décision de l'armée des éléments étrangers.
des éléments qui travaillent pour les puissances étrangères. Et aujourd'hui, si le président Tshisekedi a eu à affronter cette énième rébellion, c'est parce que le Rwanda et ses enfants, les différentes rébellions, se sont rendus compte que le président Tshisekedi les tenait par le bon bout. Et donc, pour faire diversion et l'empêcher de continuer à assainir l'armée dans son commandement, dans son administration, eh bien, il faut l'occuper ailleurs pour que les gens qui sont infiltrés continuent leur travail néfaste. Donc, l'armée que Kabila a léguée à Félix Tshisekedi, c'était une bonne armée qui avait défait militairement les M23. Infiltrée. Cette même armée-là, aujourd'hui, ne parvient pas à stopper l'avancée de l'ennemi? Mais pour vous, l'infiltration ne vaut rien, les traîtrises, ça ne vous dit rien? C'est-à-dire qu'en réalité, que Tshisekedi a hérité d'une armée forte, mais pleine de taupes. Mais il n'a pas pu travailler pour plein de taupes. Extirper les taupes. Mais c'est justement ce travail qui a provoqué, qui a précipité, si vous voulez, l'éclosion de cette nouvelle rébellion. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec le plan de programmation, la loi de programmation, avec tous les systèmes de bancarisation, etc., le contrôle, on risque de nous découvrir petit à petit. Et effectivement, petit à petit, on les découvre. Alors, ils ont précipité. Donc là, ce sont les Congolais qui ont précipité? Non, ça c'est le Rwanda. Le Rwanda a provoqué cette rébellion parce que, disons, pour occuper le président Tshisekedi à autre chose que d'eux. Alors, M. Atundou, le président Tshisekedi a, au cours de cette rencontre, refusé catégoriquement les dialogues avec les M23. Au moment où les évêques catholiques et SCC et protestants ont été voir le président et beaucoup d'autres acteurs politiques majeurs de notre pays pour que les Congolais se parlent, mais aussi les autres pays étrangers impliqués dans cette guerre, afin que la situation de l'Est de la République démocratique du Congo connaisse une solution définitive. Et là, le président dit, pas question de dialoguer avec les pantins. Est-ce que c'est parce qu'il y a aujourd'hui quelques succès diplomatiques qui ont poussé le président à refuser catégoriquement d'échanger avec ces Congolais-là? Il parle d'expérience et il tire son expérience de l'histoire. On a parlé avec le CNDP, disparu à un moment donné, mais dès lors que les intérêts du Rwanda n'étaient plus perceptibles et rencontrés, eh bien, le Rwanda a suscité le M23 et ainsi de suite. Et donc, tant qu'à faire, mieux vaut traiter avec le Rwanda que de traiter avec, en toute hypothèse. Aujourd'hui, nous décidons de commun accord, en tant que, puisqu'on dit qu'ils sont des fils du pays, en tant que fils du pays, le M23, le AFC, donc nous déposons des armes. Est-ce que c'est suffisant? Parce que l'ambition de Kagame n'est pas rencontrée. Il va faire une autre rébellion et avoir un autre personnage. Voilà pourquoi le président a dit, mieux vaut prendre tout le temps qu'il faut pour préparer les négociations avec les véritables acteurs. Encore que les acteurs apparents de première force, c'est-à-dire le Rwanda, eh bien, cachent d'autres acteurs
non apparents, comme les pays de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, et derrière eux, les multinationales. Qui aujourd'hui soutiennent la RDC, Non, les qui puissances citées là. Bien sûr, bien sûr. Ils soutiennent la RDC, mais ils n'ont pas rompu les liens avec les multinationales. Donc voilà pourquoi le président a dit, eh bien, parlons avec les vrais acteurs et les vrais vecteurs de nos malheurs, plutôt que de parler avec des marionnettes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes pour ou contre les dialogues tels qu'initiés par les évêques catholiques? J'ai écrit un article le 8 mai. Oui, l'idée des dialogues est bonne, mais il faut tenir compte des objectifs réels du dialogue. Parce que le dialogue, dans ces conditions, se bute à deux paramètres. Est-ce que le dialogue vise à mettre fin aux rébellions, à un cessez-le-feu, tout court, ou bien le dialogue vise à remettre les Congolais ensemble pour refonder l'État sous la houlette du président en exercice. Refonder l'État? Oui, faire une refondation des institutions principales de l'État. Quand nous sommes infiltrés partout, l'administration doit être assainie, n'est-ce pas? L'armée doit être assainie, même la diplomatie doit être assainie. Mais c'est un travail de longue haleine. Et tout ça, il faut un dialogue. On oublie. Il faut un dialogue pour ça. Ah, poser la question aux prêtres qui l'ont initié. J'essaie de donner les éléments qu'il faut pour que ce dialogue aboutisse utilement. Et vous pensez que il faut un dialogue pour assainir tout ce dont vous venez d'évoquer là? Je vous dis ceci. Le dialogue en soi, sur le plan sociologique, c'est le principe actif d'une communauté. Quand il y a dialogue, on se rend compte que nous sommes dans une même communauté. Sur le plan philosophique, le dialogue, c'est une situation limite. C'est une situation à laquelle personne ne peut échapper. À un moment donné, vous êtes seul chez vous, vous sentez le besoin de crier, c'est un dialogue pour que les autres entendent. Donc, sur le plan de principe, non. Mais maintenant, sur les modalités d'exécution, quel est l'objectif? Qui sont les participants? Et quels sont les thèmes? Tout ça a été dit dans les pactes. Non. Oui, les thèmes abordés. Non. Il faut approfondir. Parce que le pacte social, apparemment, c'est le Congo et le pays de Grands Lacs. Or, vous savez que l'Union européenne ne fait pas partie du pays des Grands Lacs. Vous savez que la Grande-Bretagne ne fait pas partie des Grands Lacs. Vous savez que c'est eux qui poussent. Et donc, aujourd'hui, le président a réussi à couper, disons, comme à déboulonner ce système de silence honteux, eh bien, pour que les choses apparaissent au grand jour et que nous ne crions pas vainement au loup. Il y a des raisons, il y a un loup. Et bien voilà, maintenant, on a débusqué le loup. Le loup, c'est le Rwanda et Kagame qui sont poussés, qui est en fait le loup de la communauté internationale et des multinationales. Mais surtout, comment faire la paix au moment où le président refuse de prendre langue avec ceux-là qui ont pris les armes et qui occupent aujourd'hui un pan important de notre territoire? Je ne sais pas comment faire la paix avec... Comment la paix? Et vous avez suivi Monseigneur Cholet dire qu'on ne peut pas faire la paix sans associer Corneille Nangaa. Vous êtes d'accord avec cette démarche-là? La paix ne dépend pas de Nangaa. La paix ne dépend pas de Sultan Makenga ou quoi. La paix dépend du Rwanda. La paix dépend de ceux qui ont signé des accords avec le Rwanda. La paix dépend de ceux qui bénéficient des accords avec le Rwanda et avec l'Union européenne. Si aujourd'hui le Rwanda dit, bon,
moi c'est fini, eh bien, le M23 n'aura plus de jus, ni d'arrière-base, eh bien, il va sécher. Ah bon? Ah bien sûr, il va sécher. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas Ça d'armes. va sécher, ils vont sécher. Parce que d'abord, ils n'auront plus de débouchés par où évacuer leurs minerais volés, puisque le Rwanda aurait dit, bon, moi, je préfère traiter avec le Congo. Et bien, voilà le sens de la démarche du chef d'État. Il ne refuse pas le dialogue, mais il veut dialoguer avec la personne qu'il faut. Vous envoyez votre enfant injurier la maman d'autrui, votre voisine, eh bien, la maman ne va pas négocier avec le petit. Il va négocier avec celui qui l'a envoyé. Aujourd'hui, le président ne veut pas négocier avec les petits. Écoutez, il veut négocier avec la maman qui a envoyé son fils injurier. Tous les pays qui sont aujourd'hui engagés dans la recherche de la paix en RDC, que ce soit l'Angola, le Kenya, l'Ouganda, même le Rwanda, qui n'est pas engagé dans le processus de la paix, hein, parce que c'est le Rwanda qui agresse la RDC, les grandes puissances, l'ONU, demandent à ce qu'il y ait dialogue entre le gouvernement de Kinshasa et les M23. Et aujourd'hui, le président, lui, refuse carrément de parler avec les M23. Il a raison. Il a raison parce que ils mettent en avant le M23, je l'ai dit, parce que par pudeur. Par pudeur, pour qu'ils ne sortent pas directement. Mais qui peut mieux apprécier le rôle de chacun dans ce qui nous arrive que mieux que le président de la République? Il sait que le M23 cherche des minerais à donner à Kagame, Kagame à l'Union européenne aux multinationales. Alors maintenant, il s'est dit, ben, tant qu'à faire, prenons cette filière-là. Pas les maçons qui sont en exécution d'une tâche, mais à l'architecte qui leur a dit, faites ceci, faites cela. Donc, le président Tshisekedi va s'opposer à tous ces appels-là au dialogue de l'ONU, de la France, des États-Unis, de tous ces pays-là, même des pays africains qui demandent clairement au président de négocier avec les M23. Il va s'opposer à tous ces gens-là qui veulent même l'aider à sortir de cette situation. Mais les gens qui veulent aider le président Tshisekedi comprennent le bien fondé de sa position. Ils comprennent le bien fondé. Parce Comment ils comprennent au moment où ils comprennent parce que c'est une démarche. Ils demandent à ce président de prendre langue avec les M23. Vous savez, ça lui a pris combien d'années, combien de voyages, combien de rencontres pour aboutir aujourd'hui à la reconnaissance, à la résolution et aux sanctions. C'est une question de persévérance et d'ardeur. C'est pour cela que je vous dis que le président Tshisekedi est apparu comme un homme décidé, un homme fort et engagé. Parce qu'il s'agit de renverser le poids de presque 30 ans de mensonges donc, dialoguer bien avec ficelés. les Congolais qui ont pris les armes au sein du M23 AFC. Donc, Mais ça... quel Congolais? Quel Mais Congolais? les Corées Nanga, les Mais le Wigingoma, Nanga, il lui a fallu combien de temps pour recruter? Où a-t-il recruté? Vous avez entendu que le Nanga a recruté, etc. Il a été placé à la tête d'une armée qui n'est pas la sienne. C'est l'armée rwandaise. Il dit, bon, vous marchez avant, mais celui... Il n'y a pas de Congolais là-dedans? Quelques postiches. Parmi les autres... Quelques postiches. Il n'y a pas de Congolais? Quelques postiches. Quelques postiches. Quelques postiches. Mais la vérité, malheureusement, c'est ce que le président Tshisekedi dit. Ce n'est pas ces gens-là que vous voyez, mais ce sont les gens qui le poussent à marcher. C'est eux qui sont intéressants. Alors, M. Atoundou, donc ici, je peux conclure que vous, si vous êtes demandé de prodiguer des conseils au président Tshisekedi,
vous lui aurez demandé d'engager ces bras de fer-là avec tous ces pays qui le demandent de négocier avec les M23. Il ne s'agit pas d'engager un bras de fer avec les partenaires. Il s'agit de respecter son serment constitutionnel, de montrer, de garantir de façon durable l'intangibilité du territoire et la sécurité de nos populations. Les autres ne comprennent pas, eh bien, sa tâche, c'est de les convaincre. C'est de les convaincre. Non, mais ici, parce que vous n'avez pas clairement répondu à cette question-là, vous avez suivi Monseigneur Chollet dire que sans dialoguer avec Corneille Nangaa et les M23 AFC, il n'y aura pas de paix. Oui. Est-ce qu'il a raison ou pas? Bon, d'accord. Pourquoi voulez-vous privilégier la position de Monseigneur Chollet et ignorer la position du président? Le président a autant d'éléments, sinon davantage, que Monseigneur Chollet. C'est deux démarches qui doivent en réalité se compléter. Monseigneur Chollet vient avec la bonne volonté, le président vient avec des réalités. Il faut que la bonne volonté coïncide avec la réalité pour avoir la vraie paix. Parce que si la bonne volonté ignore certains faits de réalité, est-ce qu'il faut ignorer le fait que la guerre est aussi une guerre d'épuration? Quand on voit le massacre sélectif des Congolais, des jeunes gens, on se pose la question, mais ils ont un objectif. C'est une épuration. Et l'implantation souterraine des populations pour remplacer les nôtres. Mais il faut le savoir, parce que ça prépare des problèmes, autres à venir. Alors, M. Atundou, au moment où le président Tshisekedi refuse carrément de prendre langue avec les M23, nous avons tous suivi la sortie médiatique de Joseph Kabila. J'aimerais ici lire ce que Joseph Kabila a dit par rapport au M23 exactement. C'était, comme je l'ai annoncé au début de cette émission, c'est une tribune de Joseph Kabila publiée dans les magazines sud-africains, les Times. Kabila dit ceci: pour restaurer la paix et la stabilité dans l'est de la RDC, il est essentiel de résoudre la question des groupes armés nationaux et étrangers présents sur les sols congolais. Toutefois, contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite ni aux actions inconsidérées du M23, présentées de manière trompeuse comme un groupe anarchiste, simple marionnette d'un État étranger sans revendication légitime propre, ni au désaccord entre deux pays voisins, la RDC et le Rwanda. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Atundou, à voir Joseph Kabila s'exprimer de cette façon, affirmer que le M23 n'est pas un groupe anarchiste, cela signifie-t-il qu'il soutient le M23, qu'il est derrière M23 et que l'AFC égale Kabila comme le président Tshisekedi le disait? Le problème aujourd'hui n'est pas celui du statut de M23, celui du statut du AFC. Le problème, c'est l'intégrité territoriale de notre pays et l'intégrité physique de nos populations. Lorsque un État voisin emploie des supplétifs, n'est-ce pas, pour mettre fin à l'existence du Congo en tant que peuple et État, eh bien, le devoir sacré de tout Congolais, c'est d'abord de nous réunir sous un commandement unique pour bouter l'ennemi dehors. Si éventuellement il y a des récriminations, il faut attendre la fin de la guerre
pour organiser les procès. C'est tout à fait normal et logique. On ne peut pas faire un procès pendant la guerre. Au moment où le président et les responsables congolais se mobilisent ou se sont jetés dans la bataille pour mobiliser les jeunes gens à rejoindre l'armée, pour mobiliser l'opinion à défendre le pays, et bien voilà une figure emblématique de notre pays dit qu'il ne faut pas Joseph Kabila. il faut pas se mobiliser, il faut attendre que le M23 arrive à Kinshasa et que c'est le M23 qui va nous dire qu'est-ce que la communauté doit faire, qu'est-ce que l'élite doit Ça, vous penser. êtes en train de parler de Joseph Kabila qui a dit ça? Les propos qu'il a tenus, on les analyse. J'en fais une analyse. Voilà ce que cela signifie. Quand il dit que la guerre, Il a dit d'abord que le M23 n'est pas un groupe anarchiste. André Alain Atoulou. Voilà. Est-ce que il a raison ou pas? Joseph Kabila a raison ou pas sur ce point-là? n'a pas que ça. Il n'a pas dit que ça. Donc, Il a on va aller étape par étape. demandé aux Sud-Africains de ne pas... On va parler de ça. Non, c'est important. De ne pas assister le Congo. Parce que, dit-on, eh bien, le M23 a des revendications légitimes. Soit. Mais que dit la Constitution lorsqu'on a des revendications légitimes? La Constitution dit de prendre les armes. Au contraire, la Constitution dit dans son article 64, celui qui veut prendre le pouvoir par les armes, eh bien le peuple doit se lever contre lui. Ah donc, il pousse le M23 à prendre les armes et il demande au peuple congolais de croiser les bras. C'est contre nature. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, comme le président Tshisekedi a dit clairement que l'AFC c'est Kabila, est-ce qu'au regard de cette sortie médiatique de l'ancien président, pouvez-vous confirmer aussi à votre manière que le président avait raison de dire ce qu'il avait dit? Je n'ai pas confirmé à ma manière, je constate que le président avait raison. Le président Tshisekedi avait raison. Et qu'il y a des connexions sérieuses entre le président, son prédécesseur, et l'AFC et le M23. Mais on fait de l'analyse géopolitique. Il faut le savoir. Il ne faut pas se cacher la vérité. Ni par pudeur, ni par respect humain. La vérité, c'est que l'AFC, le M23 et tous ceux qui le soutiennent œuvrent sous la responsabilité de Kagame et du Rwanda. Les autres qui veulent reconquérir l'indépendance de la République œuvrent sous la houlette du président Tshisekedi. Alors, nous nous trouvons entre le camp de la patrie et le camp des Ganelons. Il faut choisir. À aucun moment, lorsque la vie est en danger, les dissensions internes n'ont servi la cause de l'étranger. Ça devient même fastidieux de rappeler chaque fois, vous savez, en France, quand il y a eu la guerre, non, les Français se sont réunis autour de De Gaulle, le communiste, etc. Vous allez en Chine, voilà, non. Chez nous, ici, il y va de l'existence de notre pays en tant qu'État et de nos populations en tant que peuple. Voilà. Le débat sur la nature du M23, mais ça, ce sont des débats, je l'ai dit, presque académiques ou philosophiques. Aujourd'hui, il nous faut chasser l'étranger pour que nous puissions discuter des conditions de coexistence pacifique. Alors, M. Atoulou, depuis toujours, l'opposition, même lorsque Kabila est au pouvoir, a toujours accusé Joseph Kabila de travailler en collaboration, en intelligence avec les groupes armés, notamment les M23, pour déstabiliser le pays, alors que Kabila était au pouvoir. Mais là, Joseph Kabila fait une déclaration selon laquelle le M23 n'est pas un groupe anarchiste. Peut-on conclure que les soutiens de Joseph Kabila au M23 ne datent pas d'aujourd'hui, M. Atondo? Parce qu'il y a aussi des... Logiquement,
c'est le temps qui nous révèle les liens profonds qu'il y a entre le président Kabila et le M23. Et il a dit dans sa tribune. Alors, ça démontre qu'il a commencé à collaborer avec et depuis très longtemps. Moi, je pense que nous ne sommes pas là pour faire de la philosophie, pour faire de l'académisme. Nous avons des faits. Qu'est-ce qu'il faut pour ces faits-là? Il faut mettre l'adversaire hors d'état de nuire, hors de notre territoire, arrêter l'exploitation illicite de nos minerais, arrêter l'atrocité. Parce que, tant qu'à faire, pourquoi le président Kabila n'a pas eu un seul petit mot de compassion pour les atrocités subies par les populations du Kivu? Aucun mot de compassion. Aucun mot. Aucun mot, j'ai lu, aucun mot de compassion. Sinon, la préoccupation à récupérer le pouvoir. C'est tout ce qu'il est maintenant. D'après sa tribune. Mais de l'autre côté, nous avons un président qui est préoccupé par les atrocités de son peuple et qui voudrait y mettre fin. Vous voulez empêcher à ce président-là de mettre fin aux atrocités de son peuple pour qu'on discute d'abord du partage du pouvoir. Non, c'est immoral. C'est immoral. C'est immoral. Donc la démarche de Joseph Kabila aujourd'hui est immorale. Je vous dis ceci. N'essayez pas de me mettre en opposition avec l'autre. Suivez le raisonnement. Le président dit il faut d'abord arrêter les atrocités de mon peuple. Le président Kabila dit il faut étudier les revendications légitimes. Non, on ne peut pas faire une équation entre la vie des gens et le partage de responsabilités. Tant qu'à faire, il faut privilégier la vie des gens aux responsabilités, au partage de responsabilités. Les camps du partage du pouvoir auquel vous faites allusion, incarné par Joseph Kabila, dans son discours, Kabila n'a pas parlé du partage du pouvoir, M. Atondo. Il a parlé des revendications légitimement du M23. Il faut avoir une lecture métaphysique de ce que vous voyez. C'est ce que cela signifie. Parce que, bon, revendications légitimes, illégitimes ou factices, mais on va aboutir à quoi? Partage de responsabilités, mixage, brassage dans les administrations, etc. Aujourd'hui, c'est la... Là, le Rwanda va se retirer. Non. Et là, c'est la priorité par rapport à celui qui veut sauver les Congolais des atrocités des armées d'occupation. Mais c'est immoral d'établir une équation. C'était immoral. Aujourd'hui, c'est que le peuple congolais attend d'un ancien président de la République, par ailleurs sénateur à vie, c'est d'appeler les gens à se mettre derrière Tshisekedi pour d'abord bouter l'ennemi dehors et créer les conditions pour que nous puissions discuter. Mais sinon, c'est faire l'œuvre de l'étranger. Et la conscience nationale et les impératifs de son statut, mais lui interdisent d'avoir partie liée avec l'étranger. Les statuts sur... son statut d'ancien chef d'État. D'ancien chef d'État. La tribune exprime une opinion et explique un comportement. Il a un comportement contre la République, contre Tshisekedi, qui est son successeur. Je vous dis, Kasavubu n'a pas eu une attitude contre Mobutu, de monter les bas congolais ou les gens du Congo central, n'est-ce pas, les Né-Congo, à s'élever contre le pouvoir de Mobutu. À aucun moment. Grâce lui soit rendue. Mobutu, quand il a quitté le pouvoir, il n'a à aucun moment demandé à qui que ce soit de combattre Mouzé. Alors pourquoi, la question que je me pose, le président Kabila
qui a cédé le pouvoir de façon démocratique à la suite de la victoire du président Tshisekedi, pourquoi n'attend-il pas la fin du mandat du président de la République pour se remettre dans le jeu? Pourquoi veut-il casser, remplacer un pouvoir démocratique par un pouvoir despotique? Despotique. Despotique. De type FPR. Et donc, ça c'est la question. Donc vous pensez que Kabila aujourd'hui est en train je ne pense rien. Je vous dis de préparer un coup d'État pour arrêter le mandat de Tshisekedi? Je ne sais pas. Jésus a dit, si vous avez des yeux, il faut voir. Si vous avez des oreilles, il faut entendre. Il faut être... La position du président Tshisekedi lui donne un nombre important d'informations pour qu'il ne soit pas assez naïf pour attendre qu'on le frappe, pour qu'il dise celui-là va me frapper. Non. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est aussi prédire. Il dit d'avance ce qu'il sait qui va arriver. Alors, M. Tundou, vous avez suivi dans sa tribune le président Kabila demander à la SADC. J'aimerais lire une partie de ce que Joseph Kabila a dit dans cette tribune. Toute tentative de résolution de cette crise qui ignorerait ses causes profondes, au premier rang desquelles la gouvernance actuelle de la RDC, ne conduira pas à une paix durable. Arrêtons-nous d'abord là. Est-ce que lorsque Joseph Kabila pointe du doigt la gouvernance... Je ne suis pas exégète. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi vous poser... laissez-moi vous poser des questions. Non, posez les questions. Laissez-moi vous poser des questions parce que ce qu'il a dit ici... Je ne suis pas là pour faire l'exégèse de son discours. S'il vous plaît, M. Kabila est là. S'il vous plaît, si vous voulez faire l'exégèse de son discours, appelez... Laissez-moi, parce que c'est un sujet d'actualité. Oui, mais c'est un sujet d'actualité. Le problème de la gouvernance, oui, mais c'est ce problème-là qui est la source de toutes les crises, de tous les troubles, des conflits militaires que ce pays a connus depuis 30 ans. Ça, c'est Joseph Kabila. A-t-il raison ou pas? Il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Parce que le problème dans notre pays a commencé avec l'arrivée au pouvoir de Kagame, qui a monté la rébellion de l'AFDL avec une idée derrière la tête, c'est d'étendre son hégémonie sur la République et de gouverner à la place des Congolais, de dire à la nation congolaise ce qu'elle doit faire et aux élites congolaises ce qu'ils doivent penser. C'est ça le fond du problème. Tous les autres ne sont que des succédanés. Et donc, si vous vous arrêtez aux manifestations, aux symptômes, ah, il a la fièvre. La fièvre, ce n'est pas une maladie. La fièvre est le symptôme d'une maladie. Alors aujourd'hui, ça c'est la fièvre. Mais maintenant, quelle est la maladie? La maladie se trouve dans la philosophie de Kagame et du FPR. Occuper le Congo dans ses rouages et dominer, exploiter. Comment expliquer qu'on ne vise qu'à tuer les jeunes, à tuer les femmes et les bébés dans les prisons? C'est horrible. Donc, le fond du problème, ce n'est pas la rébellion. La rébellion est l'expression du fond du problème qui se trouve au Rwanda. Ce n'est pas la bonne gouvernance non plus, telle que ça a été c'est pas la bonne gouvernance. La bonne gouvernance a une solution. S'il n'y a pas bonne gouvernance, ben attendez à l'échéance électorale. Eh bien, vous allez donner vos arguments et le peuple se décide. Vous vous rendez compte quel retard on a fait? Que chaque fois que quelqu'un est mécontent, est frustré, eh bien, qu'il monte une rébellion pour arrêter le processus démocratique et se partager le pouvoir. Donc, il n'y aura de démocratie que quand vous êtes au pouvoir
et que vous faites ce que vous pouvez faire par votre statut. Mais l'autre qui vous succède, il a les mêmes prérogatives. C'est à lui de garantir la nation. Les intérêts majeurs de la nation sont aujourd'hui plus garantis par Tshisekedi que par Kabila. Alors, Tshisekedi, au sujet duquel Joseph Kabila dit ici que les innombrables violations de la Constitution et des droits humains, ainsi que les massacres répétés de la population congolaise par la police et l'armée de Tshisekedi ne prendront pas fin avec la conclusion réussie des négociations entre la RDC et le Rwanda, ni avec la défaite militaire du M23. Étant donné l'histoire de ces États membres, la SADC devrait mieux savoir les doléances du peuple congolais contre ce gouvernement et devront être prises en compte. La persistance de la mauvaise gouvernance actuelle mènera inévitablement à de nouvelles crises politiques, à l'insécurité, à l'instabilité institutionnelle, au conflit armé, voire à une guerre civile. Cette crise exige une solution globale et pas uniquement l'envoi de troupes et équipements militaires. Cela reviendrait à gaspiller des ressources précieuses en soutien à une dictature au lieu d'aider la RDC à avancer vers la démocratie, la paix, la stabilité et à devenir un atout pour la région d'Afrique australe et le continent tout entier. Donc, la SADC doit se mettre à côté et non envoyer des militaires et des équipements militaires ici en RDC pour soutenir Tshisekedi qui combat les M23 et les Rwandais. Ça, c'est ce que veut Joseph Kabila, M. Atondo. Ce que veut Kabila n'est pas ce que veut le peuple. Ce que veut Kabila n'est pas ce que veut Dieu. Ce que veut Kabila n'est pas ce que nous enseigne l'histoire. L'histoire nous enseigne que Mouzé, qui avait un pouvoir autocratique et qui avait affaire à l'action de ce voisin-là, eh bien, c'est la SADC qui l'a sauvé. Alors, pourquoi n'avoir pas condamné la SADC en ce temps-là et pourquoi condamner la SADC? Est-ce que quand il était au pouvoir, chaque fois qu'il y avait une rébellion, il disait aux soldats militaires, ne vous battez pas, nous allons parler. Le président Tshisekedi a l'obligation sacrée de défendre l'intégrité territoriale, l'intégrité physique de nos populations, et il est à peine pensable de croire que le monde entier se trompe, sauf Kabila. N'est pas Galilée qui veut. Aujourd'hui, tout le monde, grâce à la diplomatie congolaise, grâce à la pugnacité du président Tshisekedi, découvert le poteau rose. Que celui qui fait tout ça, c'est Kagame. Et derrière Kagame, il y a ça. Alors, maintenant, vous voulez qu'on ferme les yeux à cause de quelques paroles lénifiantes? Non. Le peuple doit être vigilant, le peuple doit être uni derrière son chef. À aucun moment, une défaite victoire n'a signifié la disparition d'un peuple, ni de son âme de résistance. L'Allemagne a été vaincue. On n'a pas tué l'esprit allemand. L'Allemagne a été divisée. On n'a pas détruit l'esprit de l'unité allemande. Et la conséquence est que 75 ans après, on est presque étonné que l'Allemagne se soit réunie et chacun se disant ben c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Mais c'était grâce aux Allemands. Eh bien, ce pays, le nôtre, ne va pas disparaître. Parce que nous avons l'âme congolaise en nous. Et en toute hypothèse, il n'y a jamais eu de problème entre les Congolais et les Tutsis avant Kagame. En 1930,
les Congolais ont accueilli les Rwandais sous administration belge. En 1958, les Congolais ont accueilli les Rwandais. En 90, les Aïrois ont accueilli les Rwandais. C'est une fois sur place que Kagame dit non, vous savez, il y a des Tutsis, ceux-là, ils sont les Hutus, etc. Ce n'est pas notre problème. Ce sont problèmes internes qui règlent son problème avec les Hutus, les Tutsis et les Tois. Qu'il nous laisse accueillir nos frères rwandais comme des frères. Si les Rwandais étaient vraiment congolais, comme il le prétend, mais pourquoi l'indépendance? Ils n'avaient pas un territoire déterminé. Alors, M. Atundou, vous suivez certainement ces discours, je qualifierais même des diaboliques, de discrimination, et les évêques catholiques sont revenus même là-dessus dans un communiqué dimanche, stigmatisant le fait que les Swahiliphones à Kinshasa sont pourchassés, stigmatisés par les Quinois. Les évêques en ont parlé même dans leur communiqué. Monsieur Atundou, comment réagissez-vous lorsque vous entendez ces tels discours? Qui sont les Swahiliphones? Dites-moi, qui sont les Swahiliphones? Moi, mes parents sont originaires de l'Équateur, monsieur Damongala. Je suis né à Kisangani, je parle le Swahili. Au Kivu, il n'y a que les ressortissants du Kivu. Non, non, je crois. C'est une manipulation perverse de la propagande de Kagame. De vouloir créer un problème factice là où il n'existe pas. Ce n'est pas parce que toi et moi, nous nous battons, que toi tu es de Kasavubu, moi je suis de Matongé. Non, non, ce sont les gens de Matongé et de Kasavubu qui sont battus. Non, ce sont deux amis. Après-demain, on nous reverra ensemble. Les Rwandais, ce sont nos frères. On n'a jamais interdit aux Rwandais de venir acheter à manger chez nous. Mais alors, que les acteurs politiques congolais parlent même de ça, qu'il y a stigmatisation des Swahiliphones à Kinshasa, s'il vous plaît, à Kinshasa. Il n'y a pas de Swahili. Écoutez, moi je parle le Swahili partout où je me trouve. Ici à Kinshasa, jamais je n'ai été regardé de travers. C'est ça la stigmatisation. Jamais je n'ai été regardé de travers. Vous parlez le Lingala ici, vous parlez le Chiluba, vous parlez le Kikongo, vous parlez le Swahili. Est-ce que vous serez mal vu à cause de cela? Le Kinshasa, c'est la ville de tout le monde. Ça, ce sont des manipulations de Kagame pour donner une légitimation à son invasion de la République. Et c'est pour cela que je pense... Mais lorsque les évêques mettent ça dans leur communiqué, parce que quand même, ils sont porteurs d'une certaine, ils sont gardés de certaines valeurs. Oui, mais ils parlent ça dans leur communiqué. Ils sont porteurs d'une certaine valeur, mais ce sont aussi des êtres humains qui peuvent se tromper. Je ne pense pas. Mais il y a des cas ici. On dit, non, Swahili, mais qui est Moussouidi? Personne ne sait qui est Moussouidi. Personne ne sait qui est Mungala. Parce que vous allez au Katanga. Tous ceux qui ne sont pas des Katanga sont des Bangala. Alors, qui est Moussouidi, qui est Mungala? Il ne faut pas faire le jeu de l'adversaire. Aujourd'hui, le devoir sacré, c'est de sauvegarder la nation derrière la houlette du président de la République que nous avons élu et qui se bat pour que cette nation, ce territoire, ne soit pas divisé, occupé par un étranger qui n'a comme objectif que d'exploiter nos richesses au détriment des populations congolaises. Il ne faut pas honte de revendiquer ses droits. Il ne faut pas honte de revendiquer ses droits. Alors, M. Atundou, parce que nous sommes à la fin de cette émission, le président Tshisekedi a parlé samedi de la formation d'un gouvernement d'union nationale et la restructuration même de la direction de l'Union sacrée et la nomination d'un conseiller spécial et tout ça. Vous pensez qu'en ce moment ici, il faut absolument
qu'il y ait un gouvernement d'union nationale sans dialogue. Je vous dis... Avec les opposants et tous les autres. Cette rencontre-là, c'est une communication, une rencontre familiale dont les sujets abordés ne pouvaient rester qu'entre nous. Mais malheureusement, il y a eu ces fuites, qu'à cela ne tienne. Le président nous a dit que nous devons nous ouvrir en vue éventuellement de gouvernement plus large, d'union. Il charge le conseiller spécial d'œuvrer pour cette ouverture-là. Mais ça s'arrête là. Nous laissons d'abord le conseiller spécial donner au président les conclusions de sa démarche et le président communiquer à la nation. Donc vous n'avez aucun mot à dire là-dessus? Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Donc, le président, il dit ceci. Nous avons des problèmes et ces problèmes exigent que les patriotes soient unis au-delà de leurs intérêts. Eh bien, aujourd'hui, nous avons un gouvernement de l'Union sacrée. Ouvrez. Voyez la possibilité d'ouvrir pour que tous les patriotes soient dedans. Et les opposants ont déjà rejeté ça. J'ai suivi Martin Fayoulou et les autres membres de la MOUCA et l'opposition, ce n'est les pas... partis de LG de Martin Tampogno. L'opposition... Ensemble, ils ont rejeté la démarche. Oui. Quand il y a eu concertation nationale, certains ont rejeté. Quand il y a eu l'accord de Saint-Sylvestre, certains ont rejeté. Mais le président, on ne va pas lui faire le procès de n'avoir pas lutté pour l'unité nationale. Il appelle tout le monde à se mettre à ses côtés pour aller à la guerre. Mais s'il y a des fouillards qui ont peur de la guerre, mais ce n'est pas au président. Il va à la guerre avec ceux qui veulent aller à la guerre. Alors, M. Satoundou, vous avez suivi ces débats parce que ce n'est pas encore terminé et ça sera encore très chaud dans les jours à venir. Les gens qui condamnent le fait que le président Tshisekedi ait fait un pas vers les États-Unis dans un partenariat sécurité contre minerais de la RDC. On parle déjà du gaspillage de nos minerais par le Félix Tshisekedi pour sauvegarder, préserver son pouvoir face à un tout petit pays, une toute petite puissance militaire, le Rwanda. Analysons les choses froidement. Est-ce que c'est une information des réseaux sociaux ou une information C'était publié dans le New York Times. Non, non. Le New York Times, ce n'est pas l'État américain. Souvenez-vous, je vous dis que l'histoire est une grande école. Lorsque Kabila a opté pour le contrat avec les Chinois, minerai contre infrastructure, c'était officiel. Parce qu'il était dans ses prérogatives. Alors je ne vois pas pourquoi, si le président doit passer un deal avec Trump pour sauver ce pays des atrocités, etc., pourquoi on doit le lui en vouloir? Pourquoi il ne ferait pas ça? Et dans l'histoire, quand il y a eu le troc entre pétrole et qu'est-ce que c'était? Pétrole et aliments, je crois, en Irak. Mais pourquoi? Mais pourquoi voulez-vous lier les mains au président Tshisekedi pour qu'il ne trouve pas toutes les solutions nécessaires à la vie de son peuple? Pourquoi? Eux, ils ont le droit de faire, mais pour que Tshisekedi le fasse, il doit demander leur autorisation. Mais apparemment, ils n'ont pas intérêt que le président Tshisekedi réussisse son mandat. Donc pour le Rwanda, on peut aller directement vers les États-Unis et conclure des partenariats. Mais est-ce que notre partenariat avec les États-Unis date d'aujourd'hui, d'avant l'indépendance du Rwanda? Non, je vous rappelle, nous avons eu notre indépendance le 30 juin. Eux, ils ont eu leur indépendance de 60 et ils ont eu leur indépendance, je crois, le 1er juillet 61.
Et donc le partenariat avec les États-Unis, c'est bien antérieur. Et le partenariat se fait en fonction de nos besoins stratégiques et même réels. Nous n'avons pas à tenir compte du Rwanda pour aller aux États-Unis. Merci beaucoup, M. Atundou. C'est la fin de cette émission. Abonnez-vous massivement sur GC Congo Télévision. Aimez aussi cette émission. Partagez-la dans vos groupes WhatsApp, dans les réseaux sociaux, partout où vous vous trouvez. Nous allons nous revoir très prochainement dans un autre numéro de votre magazine. Je voudrais quand même conclure, enfin, en rappelant à l'opinion congolaise qu'on ne peut pas gagner une guerre sans chef ou avec deux chefs. On va en guerre avec un chef. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Il faut se mettre derrière lui si nous voulons gagner la guerre. Si vous voulez perdre la guerre, alors attendez les chefs qui vont venir. Mais tout patriote doit aujourd'hui se ranger derrière Tshisekedi pour que nous puissions gagner la guerre, rétablir les conditions, l'intégrité de notre territoire et rétablir les conditions de sérénité pour discuter tout problème qui nous intéresse. Merci beaucoup. Y compris les revendications et même les frustrations. Merci beaucoup, Monsieur Atton. D'accord.